La révolte était terminée et les exécutions commençaient. En un seul jour, à Sioux Washington, 3000 rebelles furent exécutés et 12 000 autres condamnés à la prison à vie dans les camps. Et le Bellérophon, qui était suspendu à 25 000 mètres d'altitude, hors d'atteinte, devait choisir entre mourir de faim ou se rendre, ce qui était une mort plus rapide. C'était le dernier des vaisseaux rebelles, ce Bellérophon. Il avait été envoyé par l'amiral Corelli dans les dernières heures de l'opération de secours d'une communauté isolée sur Mars. Et il avait échappé à la débâcle qui avait emporté tous ses vaisseaux jumeaux en conflit avec la Terre. La révolte avait mal commencé et s'était encore plus mal terminée. Mais la cause était belle et l'urgence impérieuse. Et Mars, colonie depuis trop longtemps oppressée par les arbitraires d'une Terre vieillissante, s'était révoltée contre la planète mère, tel un bulldog agonisant qui cherche à saisir une dernière fois la gorge de son adversaire. Comme le savait très bien le capitaine Guide, il était maintenant inutile de ressasser. Les impôts et les embargos avaient pratiquement assassiné Mars avant que la révolte ne commence. Les bombardements sauvages des flottes combinées de la Terre avaient laissé de vastes étendues de terres agricoles ravagées et de villes en ruine. Quant aux colons, ils étaient quasiment tous annihilés. Comme ses frères, le Bellérophon était un vaisseau marchand converti. Toute ressemblance avec un vaisseau spatial de la flotte n'existait que dans l'esprit de ses officiers et de son équipage. Pour son commerce, il avait fait la navette entre Cap City et Denver-Chicago et avait souffert d'avoir été construit par les colons. Sur Terre, les inspecteurs l'avaient passé en revue 2 fois plus que les règles ne l'exigeaient et lui avaient trouvé 10 fois plus de défauts. Et parce que c'était un vaisseau colonial, les taxes, donnant lieu à des contrôles agaçants et même à des réquisitions d'équipage pour la flotte terrienne, avaient pratiquement mené Smiley Smith et les directeurs de la ligne à la faillite. Mais tout ça n'avait plus grande importance, puisque la compagnie et tous ses employés étaient morts dans l'anéantissement de ce qui avait été la plus belle ville des colonies. Je ne me rendrai pas. C'était George Micard, commandant en second. Pas tant que j'aurai une arme pour tirer. C'est un jour férié pour eux. Donnons-leur quelques villes en flammes pour fêter ça. Guide, réservé, austère, regardait son camarade sans rien dire depuis un moment. Puis il dit: Ton plan ne manque pas de mérite, George. Nous avons souffert au-delà de toute endurance, et nos camarades sont morts vaillamment. Aussi, quelques cités en flammes seraient les bienvenues s'il n'y avait pas cette chose, la barrière. George, qui était très jeune et optimiste, omettait parfois les détails pratiques. La raison pour laquelle la Terre avait gagné, c'était la barrière. Et le secret était si bien gardé que lorsque la flotte des colons avait attaqué, chacun des missiles envoyés vers les villes reines de leur planète mère avait explosé à 1500 km de sa cible. Il y avait là une barrière invisible, un écran, un plafond électronique. Et Mars, récemment établie, plus courageuse qu'elle n'était censée, s'était avérée incapable de riposter à la tempête de missiles qui avait arraché ces villes à leurs fondations et les avait réduites en poussière. D'accord. Et il jeta un œil aux autres officiers qui se trouvaient dans le mess. On va rester là à attendre jusqu'à ce que les croiseurs arrivent pour nous prendre. Puis on se transformera en un nuage d'atomes. Ils ne viendront pas. Ils savent qu'on est là, mais ils attendront qu'on meure de faim. Ils tiennent tous les astroports, sur Mars et Vénus. On est cuit. Dans la pièce, la morosité gagna davantage. Alors, Albert Firth, leur conseiller politique, un Écossais au regard perçant, que le climat glacial de la Nouvelle-Islande sur Mars avait rendu ardent, se pencha en avant. Capitaine, aujourd'hui, vous avez éveillé mon intérêt quand vous avez parlé des propulseurs que notre flotte aurait dû attendre de recevoir. Monsieur, c'était quoi exactement ces propulseurs ? Guide le regarda d'un air entendu. L'heure était venue de parler. Tous ces gens avaient épuisé leurs réserves d'idées. Des centaines de milliers de colons étaient morts
Et dès que les ordres d'exécution seraient publiés, des milliers d'autres le seraient aussi. Ces hommes n'allaient pas ergoter, même si les chances étaient maigres. Depuis quelque temps, j'ai un plan. Les regards convergèrent vers lui. Il connaissait Guide. Viré de l'académie spatiale à 14 ans à cause de ses nombreux duels, élevé dans les camps de hors-la-loi du Cap Sud de Mars, largué par sa famille, mais infiniment estimé par ses camarades et anciens employeurs. Firstein Guide était un homme qui attirait l'attention. Je pense qu'il faut les éliminer. En des temps plus optimistes, sur Mars, cette opinion avait été courante. Depuis que la triarchie de l'État polaire avait détruit tous les gouvernements libres, l'état d'esprit des populations les moins disciplinées était de cette veine. À présent, les nouveaux colons martiens étaient des réfugiés fuyant les cruautés et caprices insensés du régime polaire. Et ils avaient tous pensé qu'il fallait éliminer les diables des neiges, cette étrange race qui avait réussi à adapter son métabolisme au climat glacial du pôle Nord et qui, en un demi-siècle, avait fait de son royaume inexploité la première puissance sur Terre. Mais ici, dans un vaisseau qui était presque à bout de nourriture et de munitions, dans lequel il ne restait que la moitié du carburant et dont la cause était déjà perdue, ils eurent tous le souffle coupé par de telles paroles. Mais ils connaissaient Firstein Guide. Ils ne parlaient pas pour ne rien dire. À Spencerport, il y a un technicien du nom de Jones qui a perfectionné il y a 5 ans environ un carburant extra véloce. Ça, vous le savez tous. Ça brûle trop vite et ça donne des poussées trop fortes pour quoi que ce soit d'autre que des sprints de course spatiale. Je connais ce carburant. Mais Spencerport a été détruit. Ça, c'est vrai. Mais il se trouve que j'avais une cargaison de ce carburant extra véloce à transporter vers la Terre quand j'ai été mobilisé. J'ai déposé cette cargaison lorsque j'ai débarqué mon équipage marchand et que je vous ai pris à bord, vous, messieurs, des volontaires de la flotte. Ce carburant est caché à Ranger Haven. Je n'ai pas appris à avoir confiance en l'avenir, messieurs. Je l'ai mis dans un coffre-fort. Mais quel rapport ça a avec nous? Bien sûr, on peut risquer un atterrissage à Ranger Haven, qui se trouve à 90 lieues, au sud de nulle part. Le coin le plus paumé sur Mars. Mais à quoi va servir ce carburant? Messieurs, il y a déjà eu plusieurs tentatives pour atteindre les étoiles. Ils regardèrent tous fixement Guide, sans ciller, à la fois stupéfaits et ravis. Et alors, Firth se relaxa. Ça ne sert à rien, monsieur. Il y a des vaisseaux qui sont partis. Mais ils ne sont pas revenus. C'est un livre qu'on a refermé, capitaine. Monsieur Firth, s'il vous est arrivé récemment de fermer un livre, vous avez certainement remarqué qu'on peut l'ouvrir à nouveau. Maintenant, ils étaient tous agités. Ils voulaient croire qu'ils avaient une chance. Ils avaient l'impression d'entendre les pelotons d'exécution à sous Washington. Et ils vivaient sur des demi-rations depuis une semaine. Guide les regarda tranquillement. Il avait choisi le bon moment. J'ai pris un technicien parmi les prisonniers qu'on a fait à Americaville. C'est un jeune Esquimau très instruit. Ils se souvenaient tous de ça. Et ils se souvenaient également de l'insistance de Guide pour qu'on fasse le tri dans la garnison avant d'exécuter l'infanterie terrienne. Il est en bas, dans la cale. Et il s'assit avant de leur porter son dernier coup, nonchalamment, presque blasé. Il connaît les formules de la barricade. Quand il vit l'impact qu'il venait de créer, il poursuivit. Et avec ces formules, un vaisseau seul pourrait y pénétrer et avec ses propulseurs réduire à néant les villes centrales de l'État polaire. Une fois que c'est fait, restaurer les gouvernements libres sur Terre deviendrait simple. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne tout ce dont on a besoin en termes de technologie et de personnel, et on s'en va vers les étoiles. Alpha Centauri pour commencer, et on localise une planète habitable. Qu'il y en ait, c'est une certitude. Là, on installe une colonie. On construit notre casseur de barrières et on retourne sur Terre en vaisseau de combat pour annihiler la domination polaire. Et il alluma un petit cigare
pour montrer que tout ça était simple. Je pense qu'il faut qu'on les élimine. Son attitude et sa nonchalance balayèrent les terribles questions que soulevait le plan. Des vaisseaux étaient partis en se servant du carburant extravéloce. Ces vaisseaux n'étaient pas revenus. En théorie, il était impossible de voyager jusqu'aux étoiles, mais la théorie est une chose sans âme et sujette à des renversements. En théorie, un vaisseau explosait quand il tentait de dépasser le mur de la lumière. Mais il y avait nombre de théories qui, dans la pratique, s'étaient révélées fausses. Aucun d'entre eux n'était mathématicien. Ils étaient ce qu'on appelle des hommes d'action. À part Firth, ils avaient grandi avec les voyages dans l'espace autour du Soleil. Ce qui faisait vivre Mars, c'était le commerce avec la Terre, et c'est pour le préserver qu'ils s'étaient battus. Par conséquent, un voyage vers les étoiles n'était qu'une extension de ce qu'ils connaissaient déjà. Je n'ai aucun instrument pour mesurer la vitesse ou même pour nous diriger vers les étoiles. Je ne sais même pas si nous pouvons franchir le mur. Je ne sais pas plus que vous ce qui nous attend là-bas vers Alpha Centauri. Mais je sais ce qui nous attend ici. Pour nous, un peloton d'exécution, et pour ce système solaire, la fin de la liberté pour toujours. Puis, après avoir pris une bouffée de son cigare, il ajouta : Je pense qu'une aventure dans l'inconnu, et même dangereuse, est préférable à une certitude sordide. Vous votez pour quoi ? Personne ne songea à s'opposer à cette chance. Ils votèrent immédiatement oui, avec joie, et commencèrent à exulter d'espoir, tandis qu'ils fonçaient vers Mars et Ranger Haven. S'évaporer en un nuage de pure énergie valait de toute façon mieux que de se faire descendre face au sourire satisfait d'un peloton d'exécution de l'État polaire. Lorsqu'ils atterrirent à nouveau sur Mars, c'était la nuit noire au pôle. Le blizzard hurlait. Il soufflait à 85 km/h et il faisait moins 67. L'astroport était ravagé et désert après avoir été réduit à un tas de lave par le passage vengeur de la flotte terrienne. À la tête d'une force de 20 hommes, et en dépit des protestations de ses officiers qui le priaient de ne pas risquer sa vie, le capitaine Guide parcourut le dangereux chemin qui menait au bâtiment des opérations, malmené par le vent et aveuglé par les tourbillons de flocons de neige. Ils atteignirent leur objectif et Guide, accompagné d'un sergent, bondit à l'intérieur après avoir défoncé la porte avec des soufflantes. Il s'en fallut de peu que le groupe rassemblé autour du poêle ne les descende, et qu'eux-mêmes ne leur tirent dessus. Mais ils se reconnurent, posèrent leurs armes et tinrent une joyeuse réunion. Il y avait là Cadette, capitaine de l'astéroïde 5, Miller, skipper du Swift Voyage, et Gederl, maître du Queen Charlotte, tous des vaisseaux marchands. Constater qu'ils étaient tous encore en vie constituait déjà une énorme surprise pour le moment, et Guide, qui se réjouissait maintenant de ces renforts de personnel, les laissa pour un moment à leur exubérance. Eh ben mon vieux, la dernière chose que j'ai vue de vous, Guide, c'était vos feux de position qui s'éloignaient vers la flotte. Et maintenant, grand Dieu, vous surgissez comme un diable de sa boîte. Dites-moi, comment avez-vous fait pour atterrir ici au milieu de nos 3 vaisseaux ? Vous nous en avez peut-être déglingué un ? Je suis arrivé trop tard pour agir. Maintenant, c'en est fini de la flotte. Sur ce, ils observèrent un long silence. Un silence amer. Finalement, Guide le brisa. Mais comment avez-vous réussi à vous échapper, tous les 3 ? Avec le train de la flotte. L'astéroïde et le Swift transportaient de la nourriture et des munitions, et Gederl avait environ 500 marines sur son Queen Charlotte. Et Cadette, il avait un bataillon du génie, au cas où il nous aurait fallu réparer des trucs sur Terre, après nous en être emparés. Mais au diable tout ça. Là, nous sommes en vie. Mais il ne faudra que quelques jours à une patrouille terrienne pour nous localiser. On n'arrivera pas à cacher des trucs aussi gros que nos engins. On est fichus. Je suppose que oui. Quelque chose dans la manière dont il avait dit ça les sortit de leur déprime. Ce qu'ils savaient de Guide, c'est qu'il était vicieux au poker, qu'il était capable de voler des cargaisons et qu'il le respectait.
Il s'assit près du gros poêle flamboyant pour réchauffer ses longues mains. Et il laissa s'aiguiser leur curiosité avant de dire « Je vois les choses sous un angle un peu différent. Une aventure dans l'inconnu vaut mieux que la certitude d'une défaite. Il se peut que j'aie à utiliser vos services, messieurs, ainsi que ceux de vos ingénieurs et de vos troupes. Qu'ils puissent encore avoir quelque part dans l'univers une utilité quelconque, c'était un argument presque suffisant pour eux. Ils étaient arrivés ici avec l'intention de se battre une dernière fois, sans grand espoir, contre les innombrables terriens et leurs vaisseaux qui, à l'heure actuelle, devaient être en train de passer Mars au crible pour y trouver les derniers rebelles. Au mieux, la nuit polaire les cacherait pour quelques jours encore. Ensuite, de puissants détecteurs ratisseraient le coin et ils seraient obligés de se rendre et de mourir, ou de se battre et de mourir. » Lors d'un survol, ils avaient vu ce qu'il restait de Cap City et de Gold Strike et les ruines de Fort Desolation, et les rangs parsemés de cadavres de la base 1, autrefois la plus puissante forteresse du système solaire. Et là-bas, sur les continents, ils avaient leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, et ils ne savaient pas ce qui leur était arrivé. Mais les hommes de l'espace ont une certaine force d'âme, et ils pouvaient maintenant prêter attention à Guide. J'ai caché quelques 25 kilos de carburant extravéloce dans un coffre près d'ici quand j'ai été mobilisé. 25 kilos? Vous êtes sûr que ça n'a pas été bombardé? Vous n'avez pas vu le coin à la lumière du jour? C'est tout en ruine. Quand j'étais enfant, par ici, on était bombardé assez souvent, parce que les gardes n'étaient pas meilleurs qu'ils ne le sont. Et on avait un vieux coffre-fort dans lequel on cachait le butin. Et le carburant est là-bas, près du fleuve, dans ce coffre. J'ai enlevé la plus grande partie de l'emballage, donc ce sera facile à manipuler. On a 4 vaisseaux, ça fait donc 6 kg un quart par vaisseau, ce qui équivaut à 6 mois de consommation. D'après ce que vous dites, je crois qu'on a 1500 hommes en incluant vos troupes, et peut-être 2 ou 3 mois de provisions. Ils retenaient leur respiration dans l'expectative. Ils avaient déjà perdu un espoir, ils avaient peur de perdre celui-là. Mais Géderl était d'un tempérament conservateur. Si on utilise ce carburant extravéloce, on sera incapable de maintenir notre vitesse à des niveaux bien définis. On sera hors du système solaire en quelques... Il s'arrêta. Tout à coup, ils comprirent. Mais personne ne l'a jamais dépassé. Eh bien, passer le mur de la lumière est un risque préférable. Et je n'ai jamais entendu dire que quiconque ait déjà franchi une rangée de brûleurs polaires. Le mur de la lumière. Et puis les étoiles? Oui. Et il croisa ses jambes richement bottées en se servant un verre. Le bon vieux mur de la lumière. Il y en a beaucoup qui sont partis essayer, mais aucun n'est revenu. Peut-être se sont-ils volatilisés en énergie pure, peut-être sont-ils devenus des épaves. Et peut-être est-ce tellement hyper fascinant dans les étoiles qu'ils ne veulent pas revenir. Eh bien. Mais on laisse tout derrière nous? La guerre, bon, elle est perdue. Mais nos gens? La seule raison pour laquelle je prendrais ce risque, c'est pour avoir un espoir de revenir et d'éliminer ces tronches de glace. Nous avons prêté serment sur nos vies de les tuer. La Terre est à nous. On n'a pas encore fini. Puis s'adossant dans son siège et attrapant son verre, il ajouta « Je pense qu'on peut encore les éliminer. Voyez, j'ai un de leurs ingénieurs à bord qui connaît le secret de leur barrière. » Ça les enthousiasma immédiatement. La force de leur haine les avait emmenés jusque-là et allait maintenant les amener plus loin. Les propos d'un espoir sauvage fusaient et ils se retrouvèrent dans une discussion animée sur les manières d'opérer. Au bout d'un moment, Guide les interrompit. Je pense qu'il ne serait pas judicieux de mettre tous nos œufs dans le même panier, messieurs. Je voudrais créer une colonie dans les étoiles, construire l'équipement nécessaire et revenir avec un petit nombre de nos gens pour ravager les villes de ces tronches de glace. Si nous n'arrivons pas à prendre la Terre, on aura au moins rendu possible la révolte de notre propre peuple. Mais il se peut qu'on doive se retirer à nouveau. Nous avons besoin d'une base dans les étoiles. Je pense que le Queen Charlotte, qui est un vaisseau de ligne rapide,
pourrait nous donner ses troupes et nous rejoindre après qu'on soit parti pour un certain rendez-vous. Mais pourquoi le laisser derrière? Je ferai ce que vous me direz de faire, Guide. On a 15 avions atmosphériques. Pendant que l'ennemi essaye encore de consolider ses gains ici, je suggère d'utiliser le temps qu'on peut pour rassembler nos familles, celles que nous pouvons trouver, ainsi que des femmes dans le Queen Charlotte. Et s'il se fait attraper, il se fait attraper. Au moins le reste d'entre nous sera libre de tenter le projet et de le venger. Les hommes le regardaient, l'air déterminé. Ils ne savaient rien des étoiles, ni de la navigation interstellaire. Ils n'avaient aucun moyen de calculer leur prochaine vitesse. Ils saisissaient un mince espoir qu'ils fêtaient en buvant goulûment. En orbite autour de Mercure, dans une ronde effrénée autour du Soleil, les 3 vaisseaux attendaient. Ils avaient amélioré leur futur en réparant les dommages causés par les batailles et en distribuant les provisions. Et maintenant, les nerfs tendus, ils attendaient le Queen Charlotte. Son rôle était le plus hasardeux de cette partie de la mission. Mais il y avait du danger pour les autres aussi, car le Queen Charlotte ne devait être libéré que pour mener la flotte victorieuse jusqu'au rendez-vous. Ils étaient donc tendus. Ils essayaient de cacher leur anxiété et de ne pas avoir l'air accablés d'inquiétude pour le sort de leur propre peuple. Un rapide sondage de toute cette petite flotte avait permis de rassembler un grand nombre d'adresses. Il fallait être idiot pour supposer que même un tiers de ceux qu'on voulait sauver avec le Queen Charlotte pouvaient être atteints. Certains, même s'ils étaient en vie et bien portants, pouvaient très bien rater la visite des avions. Et en s'enfuyant des garnisons, plusieurs avions, si ce n'est tous, pouvaient se faire descendre. Et un croiseur égaré pouvait être tombé sur le vieux repère de pirates de Ranger Haven et avoir précipité le Queen Charlotte et tous les gens secourus à son bord dans les affres d'une gloire discutable. Mais ils travaillaient sur l'astéroïde 5, le Swift Voyage et le Bellérophon. Ils avaient l'intention de partir tous les 4 comme un seul vaisseau, unis par bien davantage que des signaux. Et comme ils avaient l'intention d'atteindre au moins 50 fois la vitesse de la lumière, ils savaient qu'ils deviendraient invisibles les uns pour les autres et seraient perdus dès les premières heures. Aussi, avec des chalumeaux, des barres de métal, ils s'unirent en une grappe de vaisseaux, utilisant tous leurs moteurs pour la propulsion, tandis que seul le Bellérophon les dirigerait. Ils avaient débattu du facteur sécurité pendant un certain temps et avaient décidé qu'il valait mieux périr ensemble que se perdre en étant séparés. Mais les ouvriers étaient en retard. Ils avançaient avec difficulté sur les coques, maladroits dans leur combinaison spatiale. Ils balayaient continuellement du regard les cieux sombres qui entouraient Mercure, situé 1500 km plus bas. La couronne solaire déferlait aveuglante, une vision splendide. Ils n'avaient Dieu que pour l'arrivée potentielle du Queen Charlotte. Un but élevé et une résolution encore plus élevée. Mais leur espoir était à la traîne tant que le 4e vaisseau ne donnait pas signe de vie. Puis, à la fin du 5e jour d'attente, des hurlements de joie se répandirent dans les vaisseaux et crachotèrent dans les intercoms des ouvriers. Comme venu du soleil, le Queen Charlotte descendit intact, freinant et manœuvrant pour arriver à s'arrêter près d'eux. Dans l'heure qui suivit, Guide lut la liste de ceux qui avaient été sauvés dans tous les intercoms individuels et dans ceux des vaisseaux. Le travail avait été dur et éprouvant. Un avion avait été repéré et descendu, un autre avait été salement abîmé, mais avait réussi à s'échapper. Et 185 membres encore vivants des familles des gens de la flotte avaient été contactés et sauvés. Au premier abord, le personnel fut très déçu. Mais les récits de l'aventure commencèrent à circuler dans les vaisseaux et le sauvetage prit alors des allures de miracle. Dans les grandes villes, il n'y avait quasiment plus un seul bâtiment debout. Toutes les communications étaient coupées. Les tronches de glace étaient partout, violents, brûlants et pillants. 185 noms sur 2000, c'était un chiffre phénoménal. Le sort de nombreux manquants était connu, ce qui dissipait énormément d'incertitudes. Car si les gens de l'espace étaient unis, leur famille l'était aussi. Et puis, il y avait ce facteur synonyme de victoire. 2000 femmes arrivaient à bord du Queen Charlotte, qu'on avait sauvé de manière aléatoire dans les cohortes de civils terrorisés qui fuyaient les villes de Mars.
Une réunion du personnel fut organisée sur le Bellérophon, tandis que les ouvriers installaient des grappins sur le Queen Charlotte pour l'inclure dans le groupe. Les récits que les gens de Géderle avaient colportés les avaient enflammés jusqu'à des sommets extrêmes. Alors que tous s'installaient sur des chaises, Guide dit « J'espère, messieurs, que nous avons fait et que nous ferons tout ce que nous pourrons. C'est une évidence. De nous dépend toute liberté future dans le système solaire. Et c'est à nous qu'incombe l'entière responsabilité de secourir nos derniers camarades et notre peuple. Nous avons le noyau d'une nouvelle base. Mais nous devons nous rappeler que notre mission principale est de sauver la Terre. Ça va prendre des mois de mettre sur pied la technologie nécessaire pour craquer la barrière. Nous allons devoir inventer et perfectionner un appareil extrêmement compliqué. Et il nous faut une base d'où frapper à nouveau au cas où nous échouerions la première fois. Parce que si nous restons à proximité du Soleil, nous serons repérés et détruits. Si nous atteignons les étoiles, la Terre peut être sauvée. Ils procédèrent au dernier réglage, discutèrent de leur itinéraire, réarrangèrent leur personnel pour le voyage en grappe, puis se levèrent. Et solennellement, ils se serrèrent la main. D'ici quelques jours, nous serons vraiment certains de pouvoir crier victoire. Ou alors, nous serons devenus une brume d'énergie pure entre la Terre et les étoiles. Messieurs, à vos postes! Et 10 minutes plus tard, les moteurs vrombirent et ils étaient partis. Le miracle qu'ils venaient de vivre se répandit à travers les vaisseaux tel un courant électrique, et ils en étaient éblouis. 9 jours s'étaient écoulés, et ils étaient là, contemplant au-dessous d'eux un joli monde chatoyant, enveloppé de nuages de brume, ponctué de mers et de continents colorés. 9 jours. C'était Alpha Centauri, à plusieurs années-lumière de la Terre, et il l'avait atteint en 9 jours. La lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, mettait des années à arriver ici depuis le Soleil. Et ils y étaient arrivés en 9 jours. Leur émerveillement à ce sujet n'avait d'égal que celui qu'ils éprouvaient pour la planète en dessous d'eux. Un avion y était parti 2 heures auparavant et avait communiqué par radio des données techniques qui les avaient tous réjouis. 3 quarts de gravité, un bon air, de la bonne eau, de la faune et une multitude de plantes. Et Guide donna des ordres pour qu'ils abandonnent leurs attaches et atterrissent en tant qu'unité. Il les observait en train d'atterrir aisément sur une plaine herbeuse où coulait un fleuve, tandis qu'ils griffonnaient d'un air perplexe avec un crayon. Ils n'arrivaient pas à calculer exactement à combien de multiples de la vitesse de la lumière ils avaient voyagé pour accomplir ça. Car Guide n'était pas astronome, et les autres officiers non plus. Mais il avait osé, il y était arrivé. Il n'avait pas explosé, il n'avait pas rencontré de ceinture de météorites. Ils étaient là, et ça devait suffire. Mais quelque chose le déroutait. Il continua de le faire encore et encore au cours des mois qui suivirent. Plusieurs années-lumière en 9 jours. Mais les autres jubilaient. Ceux qui avaient dû laisser leurs femmes et ceux qui savaient que leur famille était encore en vie étaient confiants et pensaient les retrouver bientôt. Ceux qui avaient récemment vu la flotte blanche prendre feu et s'évaporer sous les tirs de l'armée terrienne parlaient avec arrogance de l'espoir de venger leurs amis. Des cabanes poussèrent rapidement sur le site choisi. Ils avaient choisi la saison et le climat pour faire pousser de la nourriture. Et très bientôt, on vit de joyeux groupes de femmes en train de créer des jardins à l'aide de graines qu'ils avaient trouvées là, ainsi que de diverses autres de leurs réserves. Un docteur se mit à l'œuvre sur l'ingénieur esquimau captif. Et bientôt, les hypnotiques et la persuasion permirent de récolter des informations techniques. Les hommes conçurent un site d'usine, construisirent les huttes nécessaires avec des bûches et les équipèrent avec ce qu'ils avaient dans leur vaisseau. Ce fut une saison de grands espoirs et d'efforts intenses, et rares étaient ceux qui passaient moins de 18 heures sur 26, le jour de cette planète, au travail. L'ennemi ne nous a pas attendus. Nous n'attendrons pas qu'il se remette des troubles qu'il s'est attirés. Plus vite nous aurons fini ici, et plus vite nous prendrons la Terre. On va la délivrer,
et lui offrir une colonie et un nouveau commerce. On balayera les tronches de glace, on reconstruira nos villes et bien entendu, on exploitera toutes les étoiles. Nous avons déjà gagné. Le reste n'est qu'une question de détails techniques. Au cours des 10 mois suivants d'efforts incessants, seules les femmes émirent des plaintes. Elles avaient des doutes. Vrai, le voyage avait été fait une fois, mais devaient-elles vraiment rester ici, uniquement protégées par une petite force de combat ? Elles avaient peu de chances de bâtir une colonie forte. Les femmes voulaient savoir pourquoi l'esprit de vengeance qui obsédait leurs hommes ne pouvait s'assouvir dans la création d'un nouveau monde. La nouvelle Terre n'était-elle pas un territoire prometteur? Avec leur technologie et leurs aptitudes, ne pouvaient-ils pas construire ici tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, sur Mars? Pourquoi risquer un voyage? Guide les écoutait avec suffisance. Avec son état d'esprit optimiste, il ne prêtait pas l'oreille à quelque échec que ce soit. Mais à force, voyant que cette nouvelle colonie serait impuissante, sans personnel et sans bons techniciens, il accepta de leur laisser un vaisseau, l'astéroïde 5. Il resterait avec un équipage minimum, ce qui tiendrait lieu de force de garde nécessaire pour la colonie et de moyens de partir chercher de l'aide si leur mission principale échouait. Ce vaisseau étant le plus petit, il serait incapable de prendre à bord tous les gens qui resteraient, mais il pourrait aller chercher du renfort. Cela apportait de la sécurité à la colonie, et Guide n'entendait rien faire de plus. 10 mois plus tard, tous les efforts ayant été faits pour l'appareil à dissocier la barrière, la colonie étant à peine capable de subvenir à ses besoins, Guide annonça le moment du décollage. De bruyants préparatifs et de violents entrechocs de ferraille. Les soldats, astronautes et marines se préparaient à la prochaine action. Au beau milieu de ce départ, un pilote qui avait testé son véhicule revint à la base avec des nouvelles. Mais on ne lui prêta que peu d'attention. Par-delà cette chaîne de montagnes, il y a des tas de collines. J'ai atterri pour jeter un œil, et bon sang, il y a une colonie. Ils ne sont plus là depuis des siècles, je pense. Mais il y a un cimetière, et les noms gravés dans les pierres sont des noms terriens. Jones, Smike, Dodgers. Il était tout occupé à faire charger un transformateur à bord du Bellérophon. Il doit s'agir d'une ancienne expédition, d'un vaisseau de l'ancien temps. Sans femmes, ils sont tombés en panne ici. Ils étaient à court de carburant, et voilà. Bon, bien. Arrimez cet équipement-là. Je ne crois pas. J'ai parlé de plusieurs siècles. Mais cet endroit est vraiment ancien. Il semble que ce soit antérieur au voyage dans l'espace. Les pierres sont toutes érodées, les tombes écroulées, et les grands bâtiments en ruine comme le Parthénon. Vraiment ancien. Une expédition n'aurait pas fait tout ça s'il n'avait pas eu de femmes. Personne n'a essayé d'aller dans les étoiles avant les 50 dernières années. Je pense que tu te trompes. Et là, doucement! Vous voulez enfoncer le flanc du vaisseau? Il sourit au jeune homme. Avant le carburant extravéloce, il n'y avait rien qui aurait réussi ça. Monte là et aide-les à charger ton avion. D'ici 1 heure, on aura quitté la crasse. Quelques femmes rôdaient aux alentours de ce remue-ménage. L'une d'elles eut finalement le courage d'aller parler à Guide. Monsieur, je suis inquiète. Ce sont des bêtises. On sera de retour dans quelques semaines. Mais sans aide, nous ne pouvons pas construire notre barrage pour l'irrigation. Ni faire la centaine d'autres choses qui sont nécessaires pour que ça devienne une bonne colonie. Vous emmenez tous les techniciens? J'en ai besoin. Faut qu'on casse cette barrière. Mais ne te fais pas de soucis. On reviendra vite. J'aime cet endroit. Mars est trop sèche pour une bonne agriculture. J'ai peur. J'ai l'horrible impression que vous pourriez ne jamais revenir. Nous, on ne survivrait pas ici. Et tu crois que je vous laisserai? Vous avez l'astéroïde 5. Si on n'y arrive pas, vous pouvez l'envoyer pour demander de l'aide. Les tronches de glace eux-mêmes vous respecteront pour avoir été les premiers colons dans les étoiles. Oh, pourquoi ne laissez-vous pas tomber cette folle vengeance? Ça ne va rien apporter de bon à personne. Est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'hommes tués? Nous avons les étoiles. Ne les gâchez pas. Envoyez un vaisseau en secret sur Mars pour amener de nouveaux colons, mais
Mais oubliez cette guerre! Guy la regarda. Elle était très jolie, très fragile. Il avait un faible pour les femmes jolies et fragiles. Mais soudain, il se ressaisit. On va revenir. Ne te fais pas de soucis pour ça. On va revenir. La flottille repartit sur des itinéraires séparés. Et ils se donnèrent rendez-vous derrière la face cachée de la Lune. Ils étaient aux aguets, discrets. Ils avaient bon moral tout en sachant combien leur force était dérisoire comparée à celle de leurs adversaires. Ils attendaient le Swift voyage. Il était passé par une autre destination et ils devaient les retrouver ici. La facilité avec laquelle ils étaient revenus chez eux leur avait complètement remonté le moral. Même si un gros accident arrivait à l'un des vaisseaux, cela n'empêcherait pas le retour de la majorité vers la nouvelle Terre. Retour victorieux vers une planète infiniment meilleure que Mars ou que la vieille Terre usée. Et puis les guetteurs annoncèrent le Swift voyage, et Miller monta bientôt à bord du Bellérophon. Il avait l'air fou de rage. Les sales petits démons, les sales démons puants, vous savez ce qu'ils ont fait? Mars est écrasé, il ne reste pas un seul bâtiment debout. Cap City, Ranger Haven, tout a été désintégré. Les deux autres capitaines le regardaient hébétés. On a pris un avion de reconnaissance et on est descendu tout près. Et il ne reste rien, rien. Ils ont massacré tous les colons de la planète. Ils ont détruit toutes les stations. Il ne reste rien. Pas un barrage, pas une tour radio, rien. Vous vous êtes vraiment approchés? Donc ils ne surveillent même pas? Mais pourquoi faire? Il ne reste même pas un mouton ou un cochon à surveiller. À ce point? Et il se prépara au combat. Tenez-vous prêts à briser la barrière. Ils se dirigèrent vers la Terre en formant le V de la vengeance. Les gars de la barrière au-dessus, leurs armes prêtes à tirer. Tous les trois, prêts à raser des villes entières avec leurs projectiles. Leur cible immédiate était Nordheim, la capitale de Polaria. Et le Bellérophon donna ce signal. « Prêt à tirer !» Puis tout à coup, inexplicablement, un contre-ordre arriva de ce vaisseau amiral. « Attendez !» Ils ralentirent, ils tournèrent. Changement de cible! Notre propre flotte a dû arriver ici avant que ce soit détruit. On change de cible pour New York. Et les trois vaisseaux de guerre improvisés décrivirent une courbe, la parcoururent jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord et jusqu'à New York. Tenez-vous prêts! Bientôt à portée de tir. Prêt? Ainsi grésillait la voix de Guide. Et puis, Attendez! Ils firent une embardée et le Bellérophon se détacha et entama une descente. Et là, sous les yeux incrédules de Cadette et de Géderle, Guide descendit en piqué pour atterrir, minuscule point argenté sur la plaine, tout en bas. Ils restèrent en vol stationnaire. Et Guide leur demanda de bien vouloir atterrir. quand Cadette et Géderle se posèrent, Guide était là, dans une étendue d'herbe. L'air perplexe et fatigué, il regardait une plaque ancienne et incroyablement érodée, à l'endroit où les multiples niveaux de New York s'élevaient autrefois. On ne pouvait pas lire ce qu'il y avait sur la plaque. La langue n'était ni du nordique, ni quelque autre langue américaine. Et ce n'était pas non plus de l'anglais ou de l'européen. Au-dessus d'eux, c'était bien le soleil qui brillait et qui enflammait les nuages de rouge. On ne pouvait pas s'y tromper. Autour d'eux, s'étalaient les tours écroulées d'une ville morte depuis longtemps. Puis les étoiles commencèrent à poindre dans le crépuscule qui gagnait, et Guide regarda en l'air pour y trouver une autre source d'étonnement. Vega? C'est Vega, pas vrai? Et Guide farfouilla rapidement dans sa trousse pour y trouver une boussole d'infanterie. Il la regarda. Il regarda où le soleil s'était couché et regarda la grande étoile brillante. C'est Vega.
Et c'est l'étoile polaire? Et ils restèrent là un long moment, essayant d'assimiler ce qui s'était produit, essayant de comprendre. Et la dernière flamme de la bataille qu'ils avaient pensé livrer s'éteignit. Ils n'avaient pas de connaissances approfondies en astronomie, mais chaque astronaute savait que tous les 12 500 ans, Vega devient pour la Terre l'étoile polaire. Et donc leur repère temporel, c'était ça. C'était donc leur époque. Et où était l'ennemi? Ces pierres moussues et ces ruines disaient qu'il était mort, ainsi que l'étaient ces milliers d'années. Et les avions de reconnaissance qu'ils envoyèrent la nuit revinrent avec les preuves. L'homme avait disparu de la Terre depuis des millénaires. Et Guide, affalé sur un bloc écroulé de granit blanchi, griffonnait dans le sable avec un bout de bois. Et finalement, il hocha lentement la tête, comprenant l'horrible vérité. Cadette s'était agenouillée et regardait les symboles et les chiffres. Puis, Shedderl s'agenouilla aussi. Ils se regardèrent. J'étais pas très fort à l'école, mais une fois on nous a appris ce truc-là. L'homme s'en sert tous les jours maintenant, et on le savait bien. C'est l'équation de la relativité d'Einstein. Et il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui ont considéré qu'il y avait une suite. Et pourtant, il s'agit aussi d'une connaissance répandue. Et ils étaient toujours à genoux, dans l'immobilité d'une nuit tranquille, sous les étoiles lointaines et solitaires. Quand la masse approche la vitesse de la lumière, elle approche de l'infini. Et quand la masse approche de l'infini, le temps approche de zéro. Cela n'a pris que 9 jours pour venir d'Alpha. Mais pendant ces 9 jours, 6000 ans ont passé sur Terre. On n'a jamais passé le mur de la lumière. On n'a fait qu'approcher les 300 000 km par seconde. Le temps s'est arrêté pour nous. Nous sommes probablement les derniers hommes vivants. C'est une bonne chose d'avoir planté. Et soudain, dans un frisson et en silence, tous ensemble, ils levèrent la tête vers les froides et lointaines étoiles. Là-haut, leurs colonies et leurs femmes étaient déjà mortes depuis 6000 ans.